Ce podcast vous est présenté par OneFlash. La recharge mobile en libre service. Bienvenue dans Share Your Power, le podcast qui réunit celles et ceux qui font bouger les lignes. À chaque épisode, des dirigeants et décideurs partagent leurs coulisses, leurs choix et leurs convictions sur les tendances du moment, les avancées technologiques et les actualités qui façonnent l'expérience client des grandes entreprises. Une discussion libérée, sans filtre, pour comprendre comment ils décident et comment ils passent à l'action. Bonne écoute. Trop bien, on commence avec un classique. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci d'être présent avec nous. Merci de m'avoir invité. J'ai par habitude de commencer par une question assez simple de comment tu te présentais, mais j'aimerais bien que tu te présentes d'abord Auditoire. Tu es le CEO de cette magnifique agence, qui n'est pas forcément connue du grand public, et pourtant que je pense que chaque Français a vu au moins 1 à 2 événements que vous avez organisés. Ouais. Est-ce que tu pourrais présenter Auditoire ? Bien sûr. Je te fais une petite... Donc moi, je suis CEO de la France. On a plusieurs marchés. Auditoire, c'est une agence qui fait des événements un peu partout dans le monde. C'est de l'expérience, c'est au cœur de nos métiers. On fait de la communication un peu dans son ensemble et on va du corporate jusqu'à l'activation de marque ou travailler pour des institutions. Ce qui nous caractérise beaucoup, c'est on se définit comme des creative producers et souvent sur des sujets complexes et multiculturels. Voilà. Donc on va de l'Asie en passant par le Moyen-Orient, en passant par l'Europe et les US qu'on a ouvert récemment en propre. Et notre particularité, c'est d'avoir des vraies personnes sur place. Donc on anime globalement des communautés aussi locales et avec des plus ou moins grands bureaux dans chacun des pays. Ça représente combien d'événements à l'année en France ? Wow. Je dirais autour de 300 minimum, 300 événements. Et ça, combien de personnes chez Auditoire en France, entre les temps pleins et ceux que vous avez besoin sur vos événements ? C'est des métiers où on fait beaucoup appel à du freelance et des partenaires externes aussi, des studios ou autres. En fixe, on est à peu près 150 à Paris. On est le HQ et le siège, et on doit être 450 dans le groupe au global. Ok, et donc ton rôle aujourd'hui en tant que CEO, c'est quoi tes missions ? Elle est multiple. D'abord, on gère des personnes. On n'a pas de produit fini. Donc, mon premier rôle, il est un peu chef d'orchestre de tout ça. On a des personnes qui sont aussi bien sur la partie... on a une grosse entité créative et on a des producteurs, donc des gens qui sont au contact de nos clients pour produire. Et on a un certain nombre de fonctions transverses qui vont de la RSE, l'audiovisuel, le social media, l'influence. Voilà, on a aussi plusieurs filiales puisqu'on on grossit géographiquement mais aussi par croissance externe. Donc récemment, on a Parti Pris qui a rejoint le groupe, qui est resté une agence en tant que telle. C'est Premium ? Premium, ouais, entertainment et luxe. Et on a une filiale qui s'appelle Auditoire Shopper aussi, qui est plus sur le retail et le marketing. Voilà, moi, mon rôle, il est business, management, créer les opportunités, comprendre nos clients et puis souvent gérer les feux. Ouais. Et comment tu aimes te décrire ? Moi, je suis très orienté. Moi, déjà, je suis un passionné. Donc ça, c'est le premier élément de notre métier, c'est d'être passionné parce que c'est des métiers très difficiles et très chronophages. À l'ère de tout ce qui est AI et tout, nous, on a une barrière à l'entrée qui est l'expertise. On fait. Donc on est dans la créativité sous contrainte, la faisabilité, contrairement aux agences de pub ou autres qui craftent. Nous, on part de la production pour créer. Donc d'abord, moi, je suis passionné. Ensuite, je suis créateur d'opportunités. Assez orienté sur le business aussi. Donc la compréhension des problématiques de nos clients, l'évolution de la société. En fait, on est aux avant-postes, nous, des transformations, puisque on accompagne un certain nombre de clients dans plein de secteurs différents, mais on est toujours, nous, à la pointe de leur propre transformation, et donc on doit toujours avoir un coup d'avance. Donc nous, on se définit, d'ailleurs, tu me demandais ça, j'aurais dû commencer par ça, on se définit comme l'agence des premières fois. Ok. Voilà, c'est ça notre leitmotiv. Et ton parcours, tu as toujours fait de l'événementiel ? Non, moi j'ai zigzagué beaucoup. J'ai d'abord fait de l'entrepreneuriat au tout départ après mes études, des études un peu classiques, un peu école prépa intégrée et tout ça. Tu as fait Neoma. Voilà. Ensuite, j'ai entrepris, mais pas parce que j'étais un entrepreneur, par volonté de liberté. Du coup, quand on fait ça par désir de liberté, sans avoir été formé, on fait pas mal d'erreurs. Donc, j'avais monté une boîte de prod. Finalement, je suis revenu dans le droit chemin
en me faisant former chez Lagardère Active. Donc là, dans la pub, c'était au moment où le digital explosait. Et là, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai appris via les régies publicitaires tout ce qui se passait sur les titres. Donc chez Lagardère, ils ont Elle, JDD, Paris Match. Donc moi, je vendais les espaces publicitaires sur le digital. Donc ça m'a permis de comprendre le digital. Ensuite, j'ai rebifurqué avec mon meilleur ami qui s'appelle Romain Dian. Je l'ai aidé à monter un groupe dans la nuit sur les lieux. On faisait beaucoup de fêtes à l'époque, restauration. On avait ouvert un restaurant aussi. Tu touchais quasi à des événements. Exactement. Donc là, j'ai mis à profit en fait quelque chose que j'ai fait la fête très jeune et pendant très longtemps, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de contacts aussi là-dedans. Okay. Et donc j'ai commencé à faire ça et un peu usé au bout de 2 ans et demi, 3 ans par le rythme de la nuit et l'intellectualisation, même si la partie entrepreneuriale était intéressante, c'est quand même des rythmes de vie qui sont compliqués. Et à 29 ans, je suis reparti à zéro chez GL Events. Et c'est là où j'ai vraiment mis à profit l'expérience que j'avais fait avant dans une formation événementielle beaucoup plus corporate. Et là, j'ai commencé comme commercial dans une nouvelle entité, une agence qui s'appelait Marketplace, qui avait été rachetée à l'époque par GL Events. C'était l'agence référente sur le corporate depuis des années. Ouais, GL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de plus en plus une grosse agence. C'est plus qu'une agence. Non, GL, c'est le groupe industriel français dans l'événementiel. Cette année, ils font 1,7 milliard. C'est une réussite colossale. Et en fait, ils ont plusieurs métiers différents. Le premier métier, c'est la production de A à Z des événements, mais sur la partie vraiment technique, industrielle. Ça peut être du stand, de la moquette, de la clim, des gradins. C'est toute l'infrastructure liée aux événements. Ensuite, ils ont une autre verticale qui est les lieux. Donc, tout ce qu'ils appellent ça venues. Donc, ils gèrent des lieux. Et comme ils ont les gestions techniques derrière, ils ont les prestations qui sont liées. Et après, ils ont une partie un peu plus agence. Okay. Et c'est là où je suis rentré. Mais l'agence, par rapport au chiffre d'affaires, j'ai envie de dire, c'est l'ange devant la Rolls-Royce. Tu vois, c'est un peu... voilà. Donc, moi, je suis rentré par là. Ensuite, ils ont fusionné 3 agences qui est devenue l'agence Live by GL Events. Et progressivement, pendant 7 ans, je suis monté et j'ai pris la direction générale pendant 2 ans avant de bifurquer chez Auditoire. Du coup, chez Auditoire, pour que ça parle aux auditeurs, est-ce que tu peux nous parler des plus beaux événements, les plus marquants que vous avez couverts ? Ouais. C'est marrant parce que quand on me pose cette question, on en fait tellement que j'ai toujours peur de dire une bêtise ou de froisser les gens. Bon, le plus beau, sans trahir de secret, c'est évidemment les Jeux Olympiques. Pour une agence événementielle française, faire les JO à la maison, et notamment la production de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et des Paralympiques, puisqu'il y a eu les 2 cérémonies, c'est une aventure exceptionnelle. Même si moi, je l'ai vécu de manière un peu bicéphale, parce que mon premier rôle, il était de faire continuer à avancer l'agence sans perdre ni nos clients, ni nos collaborateurs, parce qu'on a créé une deuxième société qui s'appelait Paname 24, avec la French Touch de l'événementiel. Donc nos amis d'Avas Event, Obo, Ubi, Double 2, des 2. Et donc, on a créé cette boîte ensemble en se disant c'est un événement tellement majeur qu'à un moment donné, il n'y a aucune entité qui peut supporter ça seule, avec la difficulté qui était de sortir d'un stade et d'aller sur la scène. Idée via le COJO, via Thierry Reboul. Donc, pour rendre cette idée possible techniquement, c'était un travail colossal qui a duré... je me souviens plus combien de temps a duré l'appel d'offres, mais ça a duré très longtemps et surtout la production près de 3 ans. Quoi. C'est quoi cet appel d'offres ? Ça va être un appel d'offres de dingue que vous avez dû recevoir. C'est un appel d'offres qui est vraiment technique. Donc on remplit des grilles, ce qu'on appelle des BPU, des grilles de prix et ça va de combien coûte la location de 90 bateaux à comment on met les gradins sur les quais de Seine. Est-ce que les quais de Seine sont renforcés ? Enfin, c'est vraiment... Il y a les questions aussi de sécurité qui sont attenantes à ça, le flux. Je pourrais te raconter 1000 anecdotes, mais il y a un logiciel qui a été créé sur Google Maps qui suit les bateaux en temps réel et dans les répétitions, on voyait quand il y avait un décalage d'1 seconde pour essayer de comprendre. Ensuite, tu fais des contingency plans qui disent si jamais l'eau est trop haute, si jamais un bateau se prend un pont, si jamais quels sont les plans de secours. On n'a pas idée, nous, quand on regarde. C'est un plan incroyable. Et moi, mon rôle... Tu te souviens où tu étais quand vous avez gagné l'appel d'offres ? Comment on t'annonce que c'est un mail ? C'était au mois d'août.
On a reçu une signature. Non, parce que c'est des appels d'offres très encadrés. C'est des appels d'offres publics. Voilà, il n'y a pas de relation directe avec les futurs clients. Tu l'apprends comment c'est... Tu reçois un mail. Ouais, tu reçois un mail. Et voilà, donc, enfin, truc exceptionnel. Et puis, à la fin, le seul nuage de toute l'Europe est au-dessus de Paris. Et quand tu regardes la carte, c'est incroyable. Tu vois un nuage, il est au-dessus de Paris. Donc nous, on a vécu ça évidemment comme une malédiction sur le moment, mais de toute façon, obligation de livrer une prestation qui va être vue par des milliards de personnes, donc tu es obligé de... Voilà. Et finalement, la question qu'on se pose tous, c'est comment ça aurait été s'il avait fait très beau. En même temps, la résilience d'avoir pu livrer dans des conditions aussi dantesques un show de cette qualité nous rend tous très fiers. Ça met en avant aussi la résilience française. Et nous, depuis, il y a quand même un énorme respect pour les boîtes françaises, la création française, la capacité de production française qui nous sert aujourd'hui, nous, à l'international. Nos petits camarades aussi. Donc, avant, on était un peu... on pouvait être un peu... se dire qu'on était un peu complexé par les anglo-saxons, par les Italiens, les Allemands qui avaient sur les grandes cérémonies des implications majeures. Aujourd'hui, on a montré par A plus B qu'en fait, on est parfaitement capable d'être à ce niveau-là. Et nous, ça nous a décomplexé aussi dans notre quête de l'international et essayer d'aller voir ailleurs et d'implémenter notre vision, quoi. Et franchement, ça nous a fait beaucoup de bien parce que Auditoire, nous, aujourd'hui, on est gros en France, mais à l'international, on est une boîte normale, quoi. Donc, donc la différence, elle se fait par notre créativité, évidemment, et notre savoir-faire sur cette partie vraiment production de sujets complexes. Question rhétorique, mais en termes de retombées business pour Auditoire ? On a créé déjà, suite à ça, on a créé une équipe chez Auditoire qui s'appelle Auditoire United et qui maintenant répond aux grands appels d'offres. On est dans le Roadster Alpes 2030. Là, en ce moment, on est en finale sur Dakar, les Jeux de la jeunesse. Donc, il y a des opportunités qui se créent au Moyen-Orient. On sent que ça nous a vraiment mis sur la carte et ça nous permet de monter sur... Voilà. Après, c'est toujours pareil, c'est des moments qui sont plus moyens et long terme. Donc, on pourra dire le succès de tout ça, on pourra le dire dans quelques années. Mais en tout cas, on a envie d'aller dans cette direction. Est-ce qu'il y a des émotions, des réactions du public que vous recherchez systématiquement quand vous faites un événement ? Ah ouais, de toute façon, le marqueur fort pour nous, c'est l'intangible. C'est-à-dire, évidemment que les événements, aujourd'hui, on nous demande du ROI, on nous demande le nombre de partages sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a eu des ventes sur certains produits, mais le vrai truc, c'est la communion avec le public, c'est l'émotion qu'on arrive à faire passer. C'est ce soir, on fait un lancement de voiture. Bon, je trahis un secret qui sera plus un secret au moment de la diffusion. Il y a le M qui vient faire un concert. On a écrit avec lui sur on fait un espèce de test de son prochain concert qui va être exceptionnel. Pour lui, c'est une répétition et du coup, en fait, on oublie presque le lancement du véhicule pour en faire un vrai moment très émotionnel, très fort, qui servira in fine, évidemment, la marque. Mais c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et pendant les Jeux, du coup, moi, j'avais un rôle qui était un peu d'être cette barrière entre la boîte qu'on a créée pour pas avoir tous les collaborateurs qui partent sur la cérémonie et nos clients, parce que nous, on a activé énormément aussi de marques. Et en fait, les JO marquent un tournant. Il faut d'ailleurs rendre à César ce qui est à César. C'est le COJO qui est sur la partie vraiment créative, a réussi à faire de ces Jeux c'est une démonstration vivante que quand les marques s'intègrent dans l'expérience globale et qu'elles enrichissent cette expérience globale, leur rayonnement est démultiplié. Je vais te prendre deux exemples. LVMH. Ouais, il y a évidemment LVMH, mais LVMH, par exemple, pour les médailles qui ont été créées avec un morceau de Tour Eiffel, c'est devenu un objet culte, mais c'est devenu surtout en fait, c'est devenu une innovation telle ça n'avait jamais été vraiment touché, tu vois. Ensuite, je vais te prendre l'autre exemple qui est la vasque, et c'est nos camarades d'Emco qui eux faisaient la partie événementielle autour de la vasque. Mais EDF a réinventé la vasque, qui est devenue un objet tel que on l'a ramené à Paris après les JO. Donc nous maintenant, c'est là c'est pour ça que moi, quand je suis arrivé dans l'événementiel,
c'était petit four et champagne. C'était pas très cool de le dire dans un dîner de famille chez moi, surtout que chez moi, on est un peu tradis. Donc, j'étais un peu celui qui faisait les petits fours. Aujourd'hui, l'expérience, c'est le média surinvesti. C'est-à-dire que tout le monde veut créer un rayonnement par l'expérience. Parce qu'on est tellement sursollicité sur le digital, les écrans, tout le reste, que finalement, l'événement, c'est le seul moment vrai. Donc, ça devient le moment où tu vas amplifier les émotions et créer l'attachement avec... Donc, nous, on sent qu'on est au bon endroit au bon moment. En plus, c'est dur de disrupter avec l'intelligence artificielle. Alors évidemment, sur la partie créative, tu peux aller plus vite. Sur tes gestions de production, il y a plein d'outils qui peuvent t'aider. Mais la réalité, c'est qu'il faut faire, il faut produire. Et la barrière d'expertise est tellement forte à l'entrée qu'il y a beaucoup d'agences aussi qui sont cachées les dents sur je vais faire de l'événementiel, mais en fait, c'est très compliqué, quoi. Tu parlais de KPI, c'est hyper intéressant en tant que simple citoyen. On ne s'imagine pas qu'il y a forcément des chiffres derrière. Autant sur un salon pro, c'est assez facile d'avoir des KPI, c'est le nombre de rendez-vous obtenus ou autre. Quand tu viens couvrir un événement chez Adidas ou même sur l'événement très corpo interne, c'est quoi qu'ils attendent tes clients? Tu te demandes vraiment des chiffres ou c'est juste moi je veux que ça se passe bien, je veux que les gens soient contents et je serai fine avec ça? Ils te demandent des chiffres, ils te demandent des KPI, on se les fixe. La réalité, c'est qu'on n'est pas encore... si tu veux, quand tu vends de l'émotionnel et que tu demandes trop de chiffres, ça te fait rentrer aussi dans une relation qui n'est pas toujours hyper saine et qui ne drive pas les meilleures décisions. Donc, tu as deux types d'événements. Tu as les événements qui doivent avoir des KPI de rayonnement, mais ça peut être de l'interne, c'est-à-dire la fierté d'appartenance, comment est perçu ton événement et tout. Ça, nous, on appelle ça des événements un peu marque. Et donc, ces événements de marque, on assume que l'investissement soit un peu dans le rayonnement et la communication de ces marques-là. Tu as d'autres événements qui doivent impacter directement les ventes ou autres. Je pense, par exemple, dans le luxe, tu as des événements qui peuvent être liés à des marques de luxe dans lesquels tu fais vivre une expérience. Ça peut être une exposition, un événement haute horlogerie, haute joaillerie, dans lesquels tu as des ventes qui sont alliées à ça, avec des VIC, Very Important Client. Voilà. Et dans ces cas-là, c'est les chiffres de vente qui disent est-ce que mon événement est rentable ou non, j'ai investi tant, est-ce que dans la vente, j'ai pu récupérer tant. Donc, tu as plein de métriques qui peuvent se mettre en place. Quand tu es sur la marque, c'est plutôt des métriques de com et de partage et tu sens quand tu as fait le job ou pas. À une époque, tu vois, on était tombé un peu dans les travers, il y a eu un renouvellement. C'est pour ça que maintenant, on parle beaucoup de création. Mais à un moment donné, tu regardais les événements de lancement de parfums ou de produits, c'était toujours la même chose. Tu avais des influenceurs qui arrivaient, ils se prenaient en photo devant un backdrop, tu avais un petit showcase, un bar, un DJ. Souvent, comme les influenceurs étaient payés, il restait 10-15 minutes, mais tu n'avais pas d'ambiance sur place. Donc, ce qui était important, c'était que de faire parler du lancement. Maintenant, on est un peu plus dans comment on rentre plus profondément dans la création et ça met en parallèle aussi la creator economy. On l'a vu, tu vois, avec Squeezie qui crée le GP Explorer, Lena, comment elle arrive aujourd'hui à gérer ses partenariats. En fait, je pense que la création devient de plus en plus importante parce que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont eu la célébrité, l'argent. Maintenant, c'est les marques qui vont essayer d'aller créer dans leur environnement à eux, leur donner les moyens de faire des choses qui leur ressemblent. Et plus les marques arrivent à faire ça, plus elles vont en bénéficier. Donc, nous, notre rôle, il est de trouver ces leviers créatifs ou ces expériences qui vont permettre d'être en win-win entre la marque. C'est plus la marque qui commande des pages publicitaires comme ça a pu être le cas avant. C'est vraiment comment on co-crée avec ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs souvent des agences adossées ou parce qu'ils ont envie de créer. Quand tu regardes le festival rose de Big Flo et Oli, c'est hyper cool. L'idée de faire à Toulouse un festival rose, ça dépasse même le stade de festival de musique. Tu fais un takeover sur la ville dans lequel toutes les marques peuvent s'intégrer. Et on note aussi que tous les événements culturels qui étaient spécifiques, je pense à Art Basel, je pense à la Milan Design Week, la Mostra de Venise ou autre, ça devient des événements qui sont beaucoup plus que des événements spécifiques pour lesquels ils ont été créés. Ça devient des événements culturels dans leur ensemble. Donc tu peux avoir une marque de voiture qui vient à la Milan Design Week pour faire une œuvre. Tu peux avoir sur Art Basel Nike qui vient faire une activation. Donc t'as mais simplement ça doit se faire dans les codes de la culture dans laquelle tu vas. Et donc Art Basel, c'est plus que des spécialistes de l'art qui viennent, c'est un événement culturel à part entière. Super intéressant. Dans le retail, on appelle ça shop-in-shop, c'est avoir des magasins dans un magasin. C'est quasiment la même chose. C'est maintenant, en fait, chaque événement, il peut y avoir des événements dans l'événement. Complètement.
Est-ce que j'ai l'impression que la barrière à l'entrée devient de plus en plus haute, parce qu'il faut de plus en plus mettre de créativité, on peut plus juste faire des petits fours et du champagne. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le marché va se consolider, en fait, on aura des mastodontes qui auront les talents pour créer, et qu'en fait, il y a un ventre mou, je sais pas où il se situe, qui va quand même être balayé, parce qu'aujourd'hui, il va falloir mettre beaucoup plus d'énergie pour faire des événements de dingue? Écoute, j'aimerais pouvoir prévoir exactement ce qui va se passer. Ce que je peux te dire, c'est que le marché se concentre. Ça, c'est une certitude. On le voit, hein. Il y a des mastodontes qui ont... Nous, on a pris, je pense, le bon wagon aussi, mais à notre rythme. On reste... je ne l'ai pas dit, mais Auditoire, l'actionnaire majoritaire, c'est Omnicom, à New York. Donc, l'équivalent de Publicis à New York. Le premier groupe de communication au monde, principalement axé sur la pub d'habitude, mais qui a une partie expérientielle. Mais sauf que nous, on est des actionnaires minoritaires aussi dans le groupe, qui permet d'avoir un équilibre dans la gestion et surtout d'être un peu comme des entrepreneurs au sein de notre propre boîte. Donc on bénéficie d'un grand groupe en ayant en même temps des intérêts alignés avec notre actionnaire majoritaire, ce qui est vraiment une chance dans nos métiers. Et quand tu regardes nos camarades, tu as The Independent, tu as Marco Balic, tu as WMH en France qui fait aujourd'hui beaucoup de consolidation dans le secteur, hein, qui ont racheté beaucoup d'agences. Donc on sent qu'il y a une concentration, on reçoit beaucoup de dossiers. C'est aussi comme ça que nous, on a fait Parti Pris. Tu vois, Parti Pris, pour te donner une idée, c'est une agence de 25 personnes qui est restée libre chez nous. Les entrepreneurs sont toujours à la tête, les fondateurs sont toujours à la tête de l'agence et on en est très contents. Et on les aide sur la partie où on peut les aider à se développer à l'international, commercialement, sur certaines parties back-office et RH. Donc, cette concentration, elle existe. Elle rassure les clients. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les communications, il y a quand même un phénomène qui est la globalisation. Quand tu es sur des marques qui sont présentes sur tous les continents, à un moment donné, tu dois uniformiser ta communication. Donc, tu dois avoir des boîtes qui savent gérer ou en tout cas avoir une vision stratégique et créative sur l'ensemble. On appelle, en général, dans nos métiers, créer des guidelines qui, elles, vont être activées en local, avec soit la même agence, soit d'autres agences en local. Donc, tu continueras à avoir des agences de taille moyenne dans les localités. Simplement, depuis le Covid, les HQ ont pris pas mal de pouvoir, ont repris, en fait, quand les phénomènes de développement chez les clients, c'était surtout d'avoir des pays forts, avec leur propre direction. Et le Covid a fait qu'ils se sont rendus compte, le marché du travail s'est rendu compte qu'on pouvait recentraliser un certain nombre de choses et redonner des guidelines au pays dans l'application de ces guidelines. Donc, nous, on suit ce phénomène. Maintenant, tu as plein de nouvelles boîtes aussi qui arrivent grâce à l'intelligence artificielle et tout. Nous, par exemple, si on pouvait refaire la boîte de zéro, je sais pas comment je me pose souvent la question, tu vois. Je sais pas comment on la créerait. Aujourd'hui, nous, c'est un héritage de 35 ans avec une manière de voir les choses qui évolue avec le marché, mais qui évolue sur un socle qui existe déjà. Si tu repars de zéro, on nous vend aujourd'hui la possibilité à 4 personnes de faire des choses que faisaient 25 personnes avant. On demande à voir, mais on sait qu'on est très regardant. Nous, on se croit jamais arriver parce que c'est ça qui nous permet de continuer à avancer. C'est en fait, on dit souvent lead like a challenger, quoi. Sois toujours dans la peau du challenger. Dès que tu t'embourgeoises et que tu deviens dans la peau du leader, t'as du mal à te remettre en question et voilà. Donc pour nous, je pense que l'évolution du marché va quand même vers la concentration. Quand tu as des investissements massifs sur des projets complexes, tu as besoin d'avoir des boîtes qui sont viables financièrement et solides. Et en même temps, la créativité est souvent challengée. Donc à voir aussi, nous, on suit de près. T'entends, est-ce qu'il y a de la réinternalisation créative chez nos clients? Comment ça se passe? Voilà, pour essayer de les accompagner. J'ai pas mal de questions sur l'IA. Ouais. Je poserai après, mais il y en a une, j'ai envie de rentrer dedans directement. Ouais. À parler, on sait à quel point c'est dingue pour coder, pour créer des apps ou autre. Est-ce que sur la créativité, l'IA, elle est encore en dessous? Est-ce que vous dites, punaise, parfois tu lui poses des questions sur comment je peux animer tel event, vous dites, putain, c'est quand même bien. On est où sur la finesse de la créativité? C'est en fait, déjà dans le mot créativité, tu peux mettre plein de trucs. Nous, il y a plusieurs levels de créativité. Tu as la créativité que tu peux amener dans tes idées de formats, d'événements, de projets. Et ça, il y a quand même une compréhension fine de l'environnement dans lequel tu vas être. Et ça, on sent quand même que c'est très standardisé en IA.
tu as la créativité du contenu et de l'organisation de ce contenu. Donc, quand tu nourris un peu la bête, tu te rends compte qu'effectivement, les intuitions, le partage de plans, de choses à pas oublier ou autre, en fait, c'est un sparring partner dans ces cas-là. Mais nous, en fait, on a remarqué que ce que tu peux pas produire en IA, t'achètes pas le bon goût, t'achètes pas la bonne programmation, t'achètes pas le bon écosystème. Donc, si tu veux, ça va t'aider énormément. Voilà. Nous, aujourd'hui, ça nous aide aussi beaucoup pour gagner du temps sur toutes les tâches exécutives créatives. Nous, on fait beaucoup de scénographie, tu vois, de 3D. 3D, c'est dingue. Ouais. Et donc, en fait, là où tu prenais 3 jours pour modéliser 3D &Co, qui était vraiment un travail exécutif, ce travail, tu peux le remettre sur la conception et la création. Et en plus, tu as des personnes qui, avant, ne maîtrisaient pas les logiciels concernés, peuvent aujourd'hui sortir directement ce qu'ils ont dans la tête. Donc, pour nous, en tout cas, pour créer des entonnoirs créatifs, c'est très utile pour se projeter. J'avoue que la projection d'image, plus que le texte. Ouais. Je vois sur les bornes, on travaillait avec un gars pour nous faire toutes les personnalisations. Ouais. Aujourd'hui, c'est Gemini, voire chat. Voilà. Ok, donc pas forcément sur effectivement le bon goût, chat l'aura pas tout de suite. Nous, ça nous remet sur la valeur créative. En fait, la vraie valeur créative, la vraie valeur conseil, la vraie valeur stratégique. Aujourd'hui, on est dans un monde, on le voit bien, tu vois, l'IA, c'est des prévisions basées sur ce qu'on connaît. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je parle souvent à des patrons de boîtes, le vrai problème de tout le monde, c'est on est sursollicité, WhatsApp, mail, tout. Ouais. On est en réaction constante. On a le cerveau qui est plein. Et donc, on a du mal à se poser pour avoir des visions claires, stratégiques, moyen et long terme. Ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet de société, tu vois. On est tout le temps dans la réaction. Donc, en gros, si toi, tu prends pas le temps, ou en tout cas, tu prends pas le temps de le faire pour tes clients, à un moment donné, pour essayer de donner une direction et un cadrage, là, l'IA peut pas t'aider. C'est-à-dire, c'est vraiment une compréhension fine des enjeux et où est-ce qu'on veut aller. Donc, et tu as beaucoup de chemins possibles. L'IA, elle va t'en donner un, mais ça peut être un autre. Ça peut être, donc, tu as une part d'intuition, une part de strat, une part aussi de risque à prendre. Et ça, le problème, c'est que si tu délocalises ces risques trop fortement à la machine, tu vas te retrouver dans tu auras du mal à sortir du lot. Ouais, nous, notre rôle, il est de faire sortir du lot. Ok, je challenge un peu, mais j'imagine un gars qui est chez vous, 30 ans, il reçoit un brief, je sais pas, on va dire de Orange, gros brief de 5, 6, 7, 10 pages. Même s'il a envie de penser par lui-même, est-ce que son premier réflexe dès aujourd'hui, déjà, c'est pas d'envoyer dans le chat Complètement. Donc déjà, on est dans ce truc de vas-y, réfléchis, et ensuite, je verrai ce que je peux ajouter. En général, tu le mets dans la machine. Il te sort les gros items. Tu as quand même une lecture du brief pour vérifier qu'on ne passe pas à travers les trucs. En revanche, après, c'est ta première réunion qui est intéressante. Là, tu te réunis, tu challenges. Mais c'est-à-dire que nous, un brief, on le prend, on note tout ce qui est attendu. Et après, en fait, notre rôle, il est aussi de challenger de temps en temps des choses qui sont soit pas cohérentes, soit qui nous paraissent pas être la bonne direction, soit voilà. Et ça nous est arrivé de perdre des compètes parce qu'on avait fait trop challenger ou trop... c'était pas les attendus. On n'avait pas coché toutes les cases. Mais ça, c'est notre personnalité. Parce qu'à côté, ça nous a fait aussi gagner énormément de projets. Ça nous a permis de fidéliser des clients dans la durée où on est devenus des vrais sparring partners stratégiques. Et donc, on aime bien, tu vois, challenger un peu, comprendre l'environnement. On n'aime pas faire les choses par manque de sens. Si tu commences à appliquer stricto sensu ce qu'on te donne, du coup, tu deviens un producteur exécutif. Ouais. Et nous, dans nos métiers, par contre, la production exécutive pure, je pense qu'elle est vouée à perdre en puissance, tu vois. Donc nous, on veut être si je te schématise tout, on veut être des culture providers, on veut être des gens qui aujourd'hui font des choses qui vont être financées par des marques. On veut être des créateurs, tu vois. Donc, que ce soit avec l'argent de nos clients, pour le compte de nos clients, ou de notre propre chef à faire financer, on me dit souvent que j'ai trop d'idées. C'est-à-dire, je m'éparpille de temps en temps. J'ai une idée à droite, on essaye de la financer. J'ai une idée à gauche, on essaye de la financer. C'est assez chronophage et tout. Mais en même temps, ça te donne un écosystème. Nous, on s'entoure des meilleurs. Donc, tu arrives à toucher à tout. Entre une exposition au Grand Palais, un événement à New York, un projet... Donc, tu rencontres plein de gens intéressants. C'est vrai que c'est de l'énergie.
Mais c'est nécessaire aujourd'hui, je pense, dans le monde dans lequel on vit, pour rester connecté à ce qui se passe et pas rester sur la touche. Justement, c'est ma prochaine question. Ouais. Comment tu viens chercher de l'inspiration? On a tous les secteurs ont leur propre étalon, leur propre comparaison. Ouais. Est-ce que vous allez chercher des shows à Vegas? Est-ce que pas du tout? C'est les créateurs, c'est Squeezie que tu vas regarder parce qu'en fait, il fait des événements sur YouTube à 15-20 millions à faire pâlir une Coupe du Monde quasiment. C'est quoi faut-tu ouvrir tes chakras? Tu vas voir quoi? Moi, je vois tout. Moi, je suis un curieux par nature, donc c'est les réseaux sociaux, c'est ce que font les marques. Nous, on est très connectés aux différents marchés grâce à nos agences. Je voyage, mais tu vois, je te parlais des grands événements culturels, tu regardes tout ce qui se passe, tu regardes ce qui se passe en F1, tu regardes ce qui se passe dans la creator economy, tu regardes les séries en vogue, tu regardes ce que les gens lisent, ce que les gens disent. Enfin, on est, nous, en permanence en alerte. Tu vois, par exemple, tous les lundis, on a un groupe WhatsApp qui réunit les 150 collaborateurs. Sur ce groupe WhatsApp, on a Roxane, au planning stratégique chez nous, qui partage tous les événements de la semaine qui s'est passé. Ça a été vu, les lancements, les grandes annonces et tout ça. Et du coup, on se tient au courant comme ça. On est beaucoup. Moi, je partage beaucoup aussi. Dès que je vois un truc, hop, j'envoie dans le WhatsApp créatif de l'agence. Voilà. Bon, je suis de temps en temps qualifié de boomer parce que je le découvre. Ça arrive vite. Je le découvre. Ouais, ça arrive très vite. Ouais. Je le découvre après les autres. Mais voilà, c'est surtout. Et puis, je pense que nous, on est au contact de beaucoup de gens qui ont un terrain de jeu worldwide. Je peux citer mon ami Romain Pisnem, qui est le meilleur show produceur au monde à l'heure actuelle, qui a les 3 plus grosses boîtes de nuit à Ibiza, Universe, le High et Ushuaïa. C'est eux qui ont créé les premières scénographies. T'as dû faire des soirées autour de... Ça m'est arrivé. Ils font les plus belles scénographies. Comme l'électro est sorti des clubs pour aller dans les stades et le reste, il a commencé à faire les plus belles scénographies. Voilà. Du coup, tout le monde, les marques, les États ont voulu faire appel à lui. Il a été impliqué sur la clôture des JO. Et aujourd'hui, on est associé sur plusieurs projets qui sont géniaux. Mais donc, quand tu t'entoures des meilleurs, tu as forcément des projets exceptionnels qui arrivent et des opportunités de dingue. En ce moment, on travaille sur une opportunité incroyable qui est un show sur la Statue de la Liberté dans le cadre des 250 ans de l'indépendance des États-Unis. En juillet, là. Et avec aussi, je ne sais pas si tu connais, Monumental Tour, Michael Canitro, qui travaille avec Mathieu. Donc, on s'est associés tous les 3. Mais, encore une fois, passion, projet. On y va ensemble, on va voir ce que ça donne. Mais c'est un show de 15 minutes sur la Statue de la Liberté à New York. Ah ouais, punaise. Magnifique. Tu vois, avec mapping, lumière, c'est exceptionnel. Est-ce que la meilleure partie de ton taf, finalement, c'est pas d'assister à être en avant-première de tous les plus beaux événements au monde? Alors, on n'a pas la prétention de dire qu'on fait tous les plus beaux événements au monde, mais ce qui est vrai, c'est que du coup, on est sollicité, on est invité aussi, on va voir ce que font nos concurrents, on a beaucoup de respect pour tout ce que font aussi nos concurrents. Je pense qu'à une époque, si tu prends les années 90-2000, c'était beaucoup... faut pas se faire piquer ses clients, faut pas se faire piquer ses collaborateurs, on reste entre nous, on dit qu'on fait tout. Voilà. On est arrivé à une époque où la boîte, voilà, on est beaucoup plus transversaux, on est avec des écosystèmes forts. Les collaborateurs, s'ils sont bons chez toi, évidemment que la concurrence va essayer de te les prendre. Mais si tu es bon, tu vas les garder. Donc, en fait, il faut se concentrer sur ce qu'on fait, faire des alliances quand tu as besoin, mais rester dans un espèce de cercle serein. Nous, on est des gros compétiteurs. On n'aime pas du tout perdre. Mais en revanche, tu vois, on félicite nos concurrents quand ils gagnent. C'est des métiers, en fait, historiquement, c'est un pitch, un événement. Contrairement à la pub où tu as des contrats de 2-3 ans. Nous, on s'est battu contre ça en disant, mais pour être créatif, il faut vous comprendre, il faut vous parler. C'est pas juste un événement. L'événement, aujourd'hui, fait partie de toute une stratégie de communication. C'est un point de contact, mais c'est pas une finalité en soi. Donc, de plus en plus, on a des contrats. Nous, maintenant, on a à peu près 60% de hors compète et 40% en compète à Paris. Sur un volume qui est assez... tu vois, on fait autour de 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, tu as plus de la moitié qui est en fidélisation. Donc, c'est soit des contrats existants, soit c'est la confiance, soit c'est... Donc, ça nous permet quand même de nourrir des relations fortes. Et ça, c'est c'est la condition, la liberté de notre modèle qui nous permet de prendre des risques sur les compétitions, sur de nouveaux projets, d'investir. Voilà.
Mais tu vois, l'enjeu, il est là. Aujourd'hui, c'est d'ouvrir ses chakras, c'est de pouvoir bosser avec les gens. C'est pas de zigouiller le concurrent. C'est évidemment qu'il y a du dumping financier, qu'on se regarde, que voilà, Mais nous, on essaye de gagner par le projet, par la créa, par notre compréhension des marques et le reste. Ce qui est difficile dans nos métiers, c'est de rester. T'es entre devoir être cool, t'es une grosse boîte, tu fais du corporate. Nous, on est généraliste, donc c'est comment t'arrives à gérer cette multitude de talents, d'écosystèmes et autres pour être efficace sur chacun de ces piliers. C'est quoi la plus grosse galère que tu as vécue sur un événement ? Au-delà du nuage Non, mais la pluie, évidemment, sur les JO, parce que ça a été quand même un cataclysme. Hein. On se souvient, on était tous trempés jusqu'à la moelle, tout le monde était dehors. Enfin bon, c'était... Voilà, mais après, il y a eu j'ai eu plein de moments désagréables. Après, nous, on fait un métier qui est un métier d'excellence de production, donc on essaye d'anticiper tout avant que ça arrive. Mais je me souviens d'une scène... j'ai beaucoup appris par cette scène parce que j'ai beaucoup appris. Je suis allé en repérage un jour à Lisbonne avec un client important dont je tairai le nom. Je me suis retrouvé à faire repérer les sites. On était en finale de la compétition et on avait à l'époque on imprimait les recos, donc on arrivait avec les vues 3D et tout. Et quand on arrive devant le lieu, c'était un espèce d'hangar. On avait vendu un bar avec une mezzanine magnifique. Tout était blanc sur les vues. Et on arrive, ça pue la bière, c'est dégueulasse et tout ça. Et là, je me fais, quand je dis insulter, je me fais insulter. Vous, les agences, vous êtes des voleurs, vous êtes toujours fausses promesses, truc. Donc, tu te retrouves à rétro-pédaler pour essayer de rattraper le coup. Mais je me suis dit, à la fin de ce truc, plus jamais je me retrouve dans cette situation. Et malheureusement, il y a des moments où tu es obligé de prendre certains risques. Tu vois, notamment quand on parle d'événementiel, par exemple, à Paris, tu as des autorisations que tu dois avoir qui prennent à peu près 2 mois. Tu vois, tu dois déposer un dossier en préfecture, avoir l'autorisation de la mairie, l'utilisation des marques sur la voie publique, c'est très particulier. Et donc, plusieurs fois, tu fais des compétitions où tu vends un projet magnifique. Non, mais tu le dis pendant la compétition, mais sauf qu'une fois que tu as rendu le projet et que le client veut absolument ce projet-là, toi, tu es obligé de tout faire pour avoir les autorisations. Et si tu les as pas, ça te met dans une situation extrêmement compliquée. Ça nous est déjà arrivé plusieurs fois et à chaque fois, on a un pouvoir de réaction, mais c'est vraiment... Typiquement, tu pourras organiser un marathon en disant à ton client, pas de souci, on passera par la rue Rivoli. Et derrière, tu vas avoir la mairie qui dit non, désolé, rue Rivoli, ce mois-ci, c'est pas possible. Exactement. Mais tu dis pas de souci, par contre. Tu dis un des itinéraires potentiels est la rue de Rivoli. Voilà, les autorisations sont posées. On est plutôt confiant. Tu vois, quand tu es en phase de vente, tu peux vite t'emballer. Hein. Mais c'est, tu vois, nous on a fait aussi, on a fait un hologramme de Rafael Nadal sur le Troca. Voilà, pour son dernier match. Ouais, je me trompe. C'est Nike, mais normalement, donc la marque n'a pas le droit d'apparaître sur le domaine public. Et donc, pour construire ça en 3 semaines, tu dois vendre le dispositif, montrer que c'est culturel, Rafael Nadal, Paris, voilà. Tu dois avoir toutes les autorisations nécessaires, la préfecture, voir la faisabilité technique. Donc nous, on est vraiment on est en mode, tu vois, on doit avoir tout, donc tout nickel. Et donc moi, mon rôle dans ces moments-là, il est beaucoup plus d'obtenir les autorisations, de gérer les relations avec les institutionnels, de gérer la relation avec la marque. Et on a des équipes qui sont les équipes projet, prod, log et même créatives qui travaillent, parce qu'il faut aussi sortir les contenus souvent, qui travaillent, elles, à la bonne réalisation du projet. Hyper clair. Est-ce que tu es encore stressé à l'arrivée d'un événement ? Comment tu le gères ? J'imagine qu'à 30 ans, tu l'es beaucoup plus qu'aujourd'hui, une fois que tu as passé les JO. Tu as le cœur suffisamment épais pour plus trop l'être ou ça arrive encore ? On dit souvent ce métier, c'est comment tu gères ton stress, en fait. Moi, je viens pas de la production. C'est-à-dire, j'ai jamais fait de formation de production. Donc, je me suis fait former sur le tard. Mon rôle, il est de créer les conditions parfaite pour pouvoir sortir l'événement dans de bonnes conditions avec des garanties avant que l'événement sorte. C'est ça mon rôle. Là, on a un très gros projet à New York le mois prochain. On est en train, le mois qui arrive, c'est la vérification de comment les prestataires travaillent en ce moment, qu'est-ce qui... voilà, est-ce qu'on est... Voilà, donc c'est un peu... Mais
la réalité, c'est tes équipes. Nous, Auditoire, on est connus pour être une excellente formation. Si tu regardes un peu le marché aujourd'hui, on te dit l'école Auditoire, c'est l'école qui forme, mais nickel, dans la préparation des productions, dans la qualité de production sur site. Les personnes qui sont, nous, au poste clé et tous les nouveaux collaborateurs de l'agence suivent un système de formation à l'agence qui nous permet de faire perdurer cette culture d'excellence de production. Donc, évidemment qu'il y a toujours un stress. Évidemment que je me suis retrouvé dans des situations, quand on a fait l'écran Nike à Pompidou, donc on a transformé toute la façade de Pompidou en écran géant pour Nike pendant les JO. Là, je ne te cache pas que ça a été fait en 3 mois sur un truc qui n'avait jamais été fait. Donc, tu es dans des stress permanents, techniques. Tu dois demander à Enedis de raccorder le courant, machin. Tu as des travaux publics, du coup, qui sont liés à ça. Enfin, tu as tout un truc qui se met en place. C'est des trucs que tu ne maîtrises pas d'habitude. Mais quand tu as les meilleures personnes au poste clé, tu t'en sors toujours. En fait, moi, la leçon de tout ça, c'est que l'événementiel, c'est pas une science exacte, mais quand tu as les bonnes personnes aux bons endroits, en général, ça se passe bien. On a quand même vraiment peu de vrais dérapages, tu vois. Voilà. Tu peux avoir un dérapage dans la relation client, dans des gestions difficiles de budget, dans des voilà. Mais grosso modo, sur l'événement lui-même, on est tellement professionnel qu'en général, t'as pas de... Les événements sont de plus en plus tech. C'est quoi la place aujourd'hui Alors, je sais pas s'ils sont de plus en plus tech. Ils sont de plus en plus orientés vers un discours un peu tech. Mais en fait, tu te rends compte que souvent, les meilleurs événements, ça peut être un écran et des fauteuils confortables, tu vois. Et qu'est-ce que tu mets dans l'écran ? Et là, la tech est matérialisée par l'image. Mais évidemment qu'il y a de la tech. On en a un peu partout. Mais la tech, nous, on avait un poste qui était créatif technologiste, qui était là pour sourcer tous les dans CES, un peu partout, toutes les nouvelles innovations, pour les mettre sur nos événements. Aujourd'hui, la tech est diffusée partout, c'est-à-dire qu'on doit tous être au tech. Donc la réalité, c'est plus dans la manière de traiter ça. Et c'est souvent la part belle à l'image, tu vois. Parce que l'image, c'est la profondeur, c'est la créativité s'exprime par ce que tu vois, ce que tu fais. Voilà. Mais quand je regarde les événements aujourd'hui, c'est plus dans la programmation. Un peu des formats novateurs, tu vois, la bataille de l'attention. À une époque, tu faisais des keynotes de 3 heures. Aujourd'hui, t'es dans des formats beaucoup plus snackable, beaucoup plus courts, et donc c'est dans ce genre de format. Là, il y a pas mal d'événements, tu vois, qu'on fait. Là, on va faire avec Mistral, on va faire leur premier événement propriétaire. On est ravis. C'est vraiment, là, tu rentres dans le cœur de c'est quoi le message, c'est quoi la programmation, qu'est-ce qu'on fait. On travaille avec Nvidia aussi. Et donc, l'année dernière, alors, c'est pas nous qui avons fait la keynote à Vivatech, on a fait tout ce qui était autour, mais parce qu'ils gèrent ça en interne avec leur agence. Mais américaine, quand tu as assisté à la keynote, on est dans le Dôme de Paris, en fait, c'est l'image, la pureté de l'image, la qualité de ce qui est... À un moment donné, tu vas sur la Lune, à un moment donné... Tu vois, en fait, c'est ça l'immersion aujourd'hui. Et évidemment qu'il y a beaucoup d'innovations qui existent. Là, en ce moment, on est impliqué avec Snapchat sur le projet de JR, la caverne sur le Pont-Neuf. C'est quoi ? Il fait un tribute to Christo, qui avait emballé le pont. Okay. Lui, il va créer une caverne géante dans laquelle tu vas pouvoir aller pendant 3 semaines en juin sur le Pont-Neuf. Et là, tu as des écrans, je ne vais pas trahir tous les secrets, mais tu as un système qui est mis en place qui est vraiment incroyable. Et là, la technologie se met au service de l'expérience. Donc, tu vois, c'est un peu... tu as un peu des deux, souvent. Voilà. C'est juste qu'on nous a beaucoup vendu pendant le Covid l'hybride et le nouvel événement et tout ça. Nous, on se rend compte que ce n'est pas l'hybride, c'est-à-dire être en même temps physique et en même temps digital, c'est très compliqué. En revanche, c'est plutôt comment tu penses les événements pour pouvoir créer un contenu qui, derrière, sera partagé, pas forcément en live, mais en tout cas, qui fera des formats. Là, on parle ensemble.
tu vas monter la vidéo derrière, tu vas pouvoir rendre... nous, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Donc, c'est un peu dans cette créativité de format, de choses qu'on peut mettre en place. Voilà. Mais la technologie elle-même, évidemment, nous, en Chine, tu vois, comme tu as la technologie directement là-bas, moi, j'y suis allé il y a un peu moins d'un an à Shanghai. On a fait un événement pour une marque automobile où tu avais un lancement, tu as un écran qui s'ouvre, et là, tu rentres dans un tunnel il y a 1000 personnes, dans un tunnel LED incurvé, comme si tu rentrais dans des lunettes avec un film immersif. Alors, quand tu fais ça, évidemment, c'est exceptionnel, tu vois. Mais tu pourrais pas faire ça en France. Ça coûte trop cher, c'est trop long. Tu vois, ils ont le matos sur place. Donc, tu crées... voilà. Donc, il y a encore... mais c'est juste que nous, en France, on est moins alerte sur ces sujets-là. C'est plus coûteux. Donc, voilà. Je pense que de temps en temps, il y a des idées simples et du contenu. Tu vois, quand tu vas avoir une conférence, c'est bien aussi d'arriver... j'ai envie de te dire, c'est la keynote Apple. La keynote Apple, elle a révolutionné par son format la manière de s'adresser à une audience. Et aujourd'hui, c'est la part belle au produit, à l'image, à l'histoire. En fait, nous, on est des storytellers, tu vois. Est-ce qu'il y a des événements que tu as refusés parce que tu sens que la marque veut produire l'événement beaucoup plus pour sa viralité et l'image sur les réseaux et moins pour le moment Non, ça nous est arrivé de refuser des choses par conviction. Un exemple? Non. Compliqué. Enfin, non, mais des secteurs ou des choses voilà, qui étaient compliquées pour nous. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Mais en revanche, refuser parce que on sent que, si tu veux, aujourd'hui, on est dans un monde où capitaliste quand même, tu vois, la mondialisation, le capitalisme. Nous, on essaye d'apporter notre patte créative pour donner consistance et du sens à ce qu'on fait. Faut pas non plus être complètement bisounours pour dire de temps en temps on est dans un marketing, de temps en temps on est c'est comme ça. L'essence même de nos métiers, c'est d'arriver à essayer de se saisir de sujets et de créer de la valeur, parce que tu peux avoir un produit, mais tu peux créer une expérience tellement forte autour de ce produit que tu as un message fort, tu as créé de la valeur, tu as une résonance, tu vois, nous ce qu'on essaye, c'est de faire du sens. En revanche, si ta question c'est de nous dire est-ce que vous avez déjà fait des événements qui avaient peu de sens et pas de profondeur, oui, bien sûr que c'est déjà arrivé. Petit jeu. Ok. J'y crois ou je n'y crois pas, ça te va? Du coup, tu m'as un peu répondu pour la première, mais les événements dans 10 ans, les événements seront majoritairement hybrides. J'y crois pas. On aura des lunettes, tu penses, tu crois ça ou pas? Ouais, je pense que quand moi j'ai regardé Ready Player One, je trouvais ça dingue. Le film est dingue, c'est dingue. Tu crois à cette dystopie Moi, je pense que plus en plus, on va s'évader dans des mondes virtuels. Ouais, bien sûr. C'est le sens de l'histoire. Un jour, on va pouvoir te faire marcher sur la Lune de ton lit. On va à un moment donné, on ira vers ça. Après, te dire que les événements, nous, on nous avait vendus à l'époque, c'était quoi, sur Roblox, tous ces jeux, fallait prendre des terrains, acheter des terrains, il fallait, tu vois. Donc, on nous a vendu beaucoup ça. Aujourd'hui, il y a des OP qui ont été super, des concerts qui sont faits en live sur ces plateformes de gaming, mais voilà, ça va être une évolution naturelle. Mais de là à dire les événements seront hybrides, c'est très dur de l'affirmer aujourd'hui. Le public ne voudra plus seulement assister à un événement, mais il voudra y participer activement. Ça peut. En tout cas, nous, on essaye d'impliquer un maximum le public. C'est comme ça que... De toute façon, l'expérientiel, c'est l'immersion. Voilà. Tu t'immerges dans un univers. Que tu sois participant, actif ou passif, nous, on travaille l'immersion. Et l'immersion, c'est pas que mettre des lunettes. Voilà. C'est comment tu arrives à être intégré dans un tout. Les attentes en matière d'expérience vont devenir tellement élevées que seuls quelques acteurs pourront survivre. Non. L'intelligence artificielle va devenir un outil central pour concevoir des événements dès la phase créative. Oui. Une partie des métiers créatifs en événementiel sera assistée, voire remplacée par l'IA. Non. Les événements pourront s'adapter en temps réel grâce à la data et à l'IA. C'est possible dans un futur proche, lointain, on ne sait pas, mais possible. Tu verras avec NVIDIA et Mistral. Ouais, exactement. Les robots auront un rôle opérationnel sur les événements dans l'accueil, l'orientation ou le service. Une partie de ces jobs, ouais. C'est quoi les premiers robots qui signalétique,
signalétique, ça peut être à l'accueil, voilà, même si déshumaniser ces métiers, c'est pour nous difficilement entendable aujourd'hui. En tout cas, quand on regarde l'évolution, on voit Melania Trump arriver avec son robot à la Maison-Blanche. On sent que, en tout cas, dans l'assistanat personnel, peut-être pour porter des choses aussi en phase de montage, peut-être dans le service de certains trucs, tu vois. Enfin, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment, tu vois. J'ai une question bête. Ouais, vas-y. Quand j'ai vu cette vidéo avec la femme de Trump avec le robot, j'ai cru que c'était une IA, enfin, c'est vrai que c'était un fake vidéo. Ouais. Est-ce que demain, il y aura des agences qui feront des fake événements virals? Parce qu'en fait, tu pourrais quasiment te dire que tu n'as pas besoin de faire l'événement et tu pourrais quasiment tout fake à travers l'IA. Et tu sais que c'est drôle parce que j'ai vu cette semaine, il y avait une influenceuse, je crois que c'était coréenne ou chinoise, qui était à un concert et qui prenait en photo les gens qui lui envoyaient, ils payaient pour ça, pour faire comme s'ils étaient au concert. Donc elle faisait des selfies avec les photos des personnes qui lui avaient envoyé avant et à la chaîne. Et elle devait vendre. Donc en gros, pour les gens, ils payaient pour dire j'étais au concert alors qu'ils n'y étaient pas. Ça te montre quand même l'évolution de la société. Pour répondre, il y a un truc pour analyser ce que tu dis, il y a un truc qui est intéressant, c'est tout ce qui est CGI OOH. Ouais. Jacques Mus a été un des premiers, je crois, à le faire. Tu peux l'expliquer. Ouais, c'est tout ce qui est mettre du digital dans un environnement réel. Donc, par exemple, un sac géant qui se balade dans Paris sur une voiture, t'intègres une image qui n'existe pas, que tu mets dans un environnement réel. Ça s'appelle CGI, OOH. Enfin, voilà. Par exemple, t'entoures l'Arc de Triomphe d'un toboggan géant. Il y a eu plein de trucs comme ça. Donc, ça a été la mode à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, les gens, quand c'est fake, ils commencent à en avoir marre, tu vois. Donc, retour dans la vie réelle. Donc, évidemment qu'il y en a plein qui vont faire. Mais sauf que, c'est quoi la réalité d'un événement? Là, aujourd'hui, regarde Céline Dion. Tu peux créer un concert virtuel de Céline Dion. Mais la réalité, c'est que les gens, ils veulent en être. Ils veulent être dedans. L'énergie que ça va créer dessus. Donc, c'est la puissance. Donc, tout ce qui va être... en fait, pour moi, l'enjeu... Mais c'est le même enjeu que sur les news, c'est ce qui est fake ou réel. Ça va être comment on check. Comment, tu vois, comment on arrive à dire ça s'est vraiment passé ou pas. Et le jour où les marques risquent de faire du vrai en faisant du faux, ou l'inverse, enfin t'as compris, le risque est énorme. Parce que là, le boomerang va être très sévère. Donc je pense que c'est un énorme risque. Et qu'aujourd'hui, il faut être clair et les marques, elles ne peuvent pas se permettre, avec les enjeux qu'elles ont derrière, de faire semblant ou de... Tu vois. Ok. En revanche, créer des événements que tu ne peux pas créer en réel. Donc, tu es créatif. Tu vois, tu es sur une planète, tu fais la fête sur une planète, j'en sais rien, voilà. Là, tu es dans une autre forme de communication et de créativité. Tu fais pas semblant de faire un vrai événement, tu assumes le fait d'être créatif et de créer un rêve, tu vois. Ok. Dernière question sur ton rôle en tant que CEO d'Auditoire en France. C'est quoi la responsabilité la plus lourde que tu as aujourd'hui? C'est les gens. Moi, je suis responsable pour les gens. Et quand tu gères des... En fait, ce qui est difficile, c'est quand tu gères que des humains. Moi, j'aime beaucoup le management, tu vois, parce que j'aime les gens, j'aime parler avec les gens. Le problème, c'est quand tu essayes de mettre sur pied une organisation dans laquelle le collectif doit être au-dessus de l'individu pour rassembler tout le monde et mettre tout le monde au diapason d'une organisation et en même temps s'impliquer avec chacun. Voilà. Pour moi, la plus grande responsabilité, elle est là. Tu vois, et c'est quelque chose qui, au quotidien, prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et puis, on est tout le temps imparfait dans ces rôles-là. Tu vois, t'as pas la clé et on dira toujours, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça. T'auras toujours des gens qui sont contents, d'autres pas contents. Donc, c'est gérer en permanence ce flux humain, cette émotion, tu vois, c'est ça ma plus grande responsabilité aujourd'hui. Comment tu les fais grandir, tes équipes? Tu parlais d'école, auditoire sur la formation. Qu'est-ce qui fait que vous êtes meilleur pour faire grandir des talents plutôt? L'encadrement, d'abord. Donc l'exigence, la culture d'exigence. Ce qui est dur aujourd'hui, c'est dans les boîtes, c'est comment tu transmets une culture de boîte forte. On est de plus en plus dans un équilibre pro-perso qui est très bien, tu vois, depuis
Voilà, nous, on a signé des chartes de la déconnexion. Il y a 1 à 2 jours de télétravail par semaine. Les gens sont assez libres. Donc, comment, dans ces moments beaucoup plus individualisés, puisque chacun est à son rythme, comment tu crées une vraie culture de boîte, là où avant, tout se passait au bureau. Le bureau, c'était la vie centrale, le pilier. Donc, nous, on est vraiment dans ce changement. Donc, d'abord, c'est garder les gens. C'est d'avoir une... Nous, on n'a pas beaucoup de turnover, en fait, par rapport à une agence de notre taille. On sent que les gens sont là depuis longtemps. Il y a une seniorisation, voilà. Donc, c'est savoir-faire. Et puis, derrière, moi, je suis plutôt partisan de la responsabilisation. Donc, on pousse beaucoup de l'intrapreneuriat chez nous. Quel que soit ton rang, tu peux avoir des idées, quel que soit ton... Tu vois, il y a pas de... On est sur une horizontalité plus forte qu'avant les boîtes qui étaient très verticales avec TN plus 10. Donc, voilà. Après, ça a d'autres mauvais côtés qui sont quand tu n'as pas le cadre, quand tu élargis, quand tu es plus horizontal et que le cadre est pas assez... Voilà, quand par exemple, tu as 2 jours de télétravail, entre un jeune qui est en alternance en CDD ou qui vient d'arriver en CDI et les seniors, tu as une disparité normale, tu vois. Moi, si à l'époque, quand je commençais un job, on me donnait 2 jours à la maison ou je sais pas où, voilà, l'implication, t'es pas dans le même. Donc moi, de temps en temps, tu vois, le vendredi, je vais à l'agence, on est beaucoup moins nombreux, quoi. Tu vois, il y a un truc, c'est culturel. Donc, mais même nos clients sont plus durs à joindre après-midi, le vendredi. Tu vois, t'as une espèce de culture qui... Donc ça l'évite. Notre enjeu, notre enjeu, il est là. D'ailleurs, t'as beaucoup de boîtes qui en reviennent, hein, mais nous, on a une telle disparité aussi des métiers. T'as des métiers très terrain, t'as des métiers qui sont très stratégiques, créatifs. Tu as des métiers back-office et tout ça. Donc, tu peux pas avoir... on essaye, tu vois, d'adapter un peu les règles à tout le monde. Mais donc, la clé, c'est d'avoir les bonnes personnes au bon poste, aussi d'être unis par une passion un peu commune et une vision, tu vois, de vouloir aller... mais on sent que nous, on a une culture de boîte très forte. D'ailleurs, sur le marché, si tu interroges un peu, la culture auditoire, c'est une culture qui est vraiment forte. Justement, c'est quoi que tu vas valoriser le plus sur un recrutement ? Au-delà des 3 valeurs qui parfois sont un peu dures à percevoir sur 2-3 entretiens. Au vu de mon CV à moi, c'est pas le CV en fait, c'est vraiment le... c'est la curiosité, la passion, l'implication qu'on sent, cette espèce de jugeote, tu vois, et puis surtout l'adéquation. Toute personnalité n'est pas compatible avec des cultures de boîte fortes comme la nôtre, et donc il faut sentir un peu, voilà. Mais ça nous est arrivé de recruter des gens qui avaient jamais fait le job pour lequel ils sont payés. Donc tu vois, c'est vraiment, et c'est souvent quand même préempté, c'est-à-dire c'est souvent des recommandations aussi de personnes, tu vois, qui arrivent à aboutir à une confiance, tu vois. Donc, j'insiste beaucoup aussi sur les réseaux et les gens, tu vois, parce que... Mais tu fais aussi les bons filtres au bon moment, tu prends pas seul les décisions, voilà. Franchement, la personnalité, les passions, je pense que ce qu'on peut perdre le plus avec le temps, c'est la passion de ce qu'on fait. C'est, en gros, l'équilibre pro-perso a fait qu'aujourd'hui... le poids du corps, tu vois, arrive dans un meilleur équilibre. On est tous ravis de ça. Moi-même, tu vois, j'ai un équilibre avec ma famille. Mais il faut pas que ça se fasse au détriment de je bosse pour une boîte, mais je pourrais bosser pour une autre. Et c'est, aujourd'hui, alimentaire qui me permet d'avoir mon équilibre perso. Donc, c'est un peu là où nous, on essaye de juger les personnalités pour voir si elles ont... cette volonté de changer un peu le monde, quoi. Tu vois, nous, on a envie de se dire, chaque fois, on a un impact positif sur les choses, on donne du sens. Donc, avoir des gens qui sont un peu dans cette mentalité-là. On a une mentalité aussi, les collaborateurs détestent quand je dis ça, mais un peu de pirate, tu vois. Pirater les trucs, essayer de hacker, de comprendre, de tordre un peu les choses, de pas accepter, tu vois, un ordre établi, complet. Ça m'est arrivé d'aller présenter des projets à Londres, tu vois, pour des boîtes qui nous connaissaient pas, mais on est arrivé, mais on a tout renversé, on a renversé la table et tout, applaudi, machin, rappelé par leur classicisme. Non, mais leur classicisme, ils nous prennent pas. Mais le fait d'avoir fait ça,
on est en phase avec ce qu'on est nous. Et moi, je préfère faire ça, marquer des coups, être fier de ce qu'on fait, réutiliser ces choses-là pour d'autres travaux, plutôt que de rentrer dans des cadres un peu prédéfinis. Dernier petit jeu. Ouais. Question rapide. Un événement que tout le monde devrait vivre une fois. Bonne question. Pour moi, c'est un match au Parc des Princes. Une erreur classique que les marques font souvent quand elles viennent te voir. Me donner un budget trop faible. Une tendance surcotée dans l'événementiel. L'influence pour l'influence. D'ailleurs, vous accompagnez le PSG sur l'événementiel, monsieur ? On a des sujets avec eux, ouais. On a des sujets avec eux. En tant que passionné. Ouais. Une tendance sous-estimée à l'inverse ? La puissance de l'événementiel sur les ventes. Une marque justement qui fait très bien les choses. Hermès. Un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans l'événementiel ? Il est encore temps de changer. Non, je déconne. Non. Je leur dirais de venir se former chez nous. Un mot pour définir ton métier ? Assembleur, créatif. Dernière question, une personne à inviter sur ce podcast, mais surtout pour parler de quoi ? Très bonne question, ça. Moi, j'aurais invité Frédéric Jousset pour comment aujourd'hui l'expérience renouvelle l'art et la création d'Art Explora, par exemple, sur un bateau. Il a créé le plus grand catamaran du monde qui va être la plus grosse exposition itinérante en Méditerranée. Et il a créé aussi le Hangar Y, qui est devenu un grand lieu événementiel. Donc, dans nos métiers, en tout cas, le croisement entre la culture, l'art, et c'est hyper intéressant, cette évolution. Je te donnerai son numéro. Avec plaisir. Eh ben, écoute, 1000 merci pour cet échange. Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt pour le prochain épisode.